Bonjour et bienvenue dans les 4V, Clémence Guettet. Bonjour. On parlait emploi avec Axel de Tarlet à l'instant. Quelle est votre priorité à vous? Alors, je pense que le pouvoir d'achat, c'est la priorité des Français et que ce qui s'est passé cet été à l'Assemblée nationale n'a rien résolu. Il faut absolument des augmentations de salaire. Je pense que ça doit être une priorité. La priorité de Gabriel Attal, il le dit dans le Parisien, c'est les Français qui bossent. Autrement dit, la France laborieuse qui se lève tous les matins en ayant le sentiment de travailler pour d'autres est notre priorité. Ça vous inspire quoi? Je pense que c'est dommage qu'ils disent ça et que dans le même temps, ils méprisent autant finalement les salariés de ce pays. On l'a vu au moment des grèves dans les raffineries. Il n'y a eu absolument aucun geste qui a été fait. Les macronistes donnent, non, ils donnent des primes, ils accélèrent comme ça ces petits accords ponctuels, mais finalement les droits des salariés régressent dans notre pays. Mais c'est pas à l'État de donner des suppléments de salaire aux salariés de Total, par D'accord, exemple. mais par exemple l'État pourrait décider, le gouvernement pourrait décider par un décret d'augmenter le SMIC. Je pense que ça serait une amorce ensuite pour l'augmentation de tous les salaires. Vous voulez le SMIC à combien? 1 600 €. 1 600 €. L'Assemblée nationale va examiner tout à l'heure une proposition de loi qui propose de tripler les sanctions encourues pour les squatteurs qui iront jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Est-ce que vous y êtes favorable, Clémence Guettet? Cette proposition de loi de M. Kasbarian et d'autres députés macronistes est une honte. Pourquoi? Il y a eu un rassemblement d'ailleurs hier et il y en aura un aujourd'hui parce que tout simplement, en fait, il va continuer de mettre la pression notamment sur les locataires qui parfois vont être expulsables beaucoup plus rapidement. On Au parle bout pas d'un de mois locataires, on parle de aujourd'hui. squatteurs là. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est que les squatteurs dans des appartements de manière illégale, etc., c'est absolument résiduel. Ce que ça précarise, là, c'est les gens qui ont du mal à payer leur loyer et qui vont, de fait, être expulsables beaucoup plus rapidement. Donc là aussi, c'est les droits des locataires. Donc vous dites qu'il y a un effet pervers dans cette proposition de loi? Ah oui, non, mais tout à fait. Mais c'est-à-dire que c'est un effet pervers qui est calculé. C'est pour faire en sorte que les gens qui, au lieu d'être accompagnés, au lieu de les aider à payer leur loyer, je veux dire, là, on est dans un contexte, c'est l'inflation. Pour faire les courses, c'est plus cher. Pour l'énergie, c'est plus cher. Donc, de fait, des gens qui vont avoir du mal à payer leur loyer, il y en aura beaucoup plus. Et cette proposition de loi, elle est extrêmement dangereuse. Donc vous ne la voterez pas, vous ne la soutiendrez pas. Et puis on va aller au rassemblement aujourd'hui sur la place à côté de l'Assemblée. Aux propriétaires qui ne roulent pas toujours sur l'or, qui voient leur appartement squatté, qui ne peuvent pas rentrer chez eux parce qu'un jour quelqu'un a changé un verrou? Alors voilà, et ça c'est les cas mais extrêmement minimes dont je vous parlais. L'extrême majorité de gens qui vont être touchés par cette loi, c'est pas du tout ça. Vraiment, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une centaine, sans doute, un peu plus de cas par année. Et ça, évidemment, c'est une honte parce que vous avez raison, il y a des propriétaires aussi qui ont des petits moyens et qui ont besoin de cet argent pour les loyers. Mais c'est pas de ça dont on parle en réalité. C'est de ça dont il parle, a priori. Oui, mais l'idée de départ, c'est celle-là. L'idée de départ, peut-être, c'était celle-là, mais je crois vraiment que c'est calculé sur le fait que les locataires vont pouvoir être expulsables plus rapidement et qu'on va continuer de précariser des gens qui ont des situations très difficile. On va parler des affaires au pluriel. D'abord, l'affaire Quatennens. Votre collègue député LFI a reconnu des violences conjugales. Sa femme, il y a quelques jours, a parlé de violences physiques et morales répétées depuis plusieurs années. Ma question est simple. Adrien Quatennens peut-il rester député à l'Assemblée aujourd'hui ? Alors déjà, il a reconnu une gifle. Oui. La communication de Céline Quatennens, donc son ex-épouse, parlait, elle, de différentes choses. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un jugement qui va être rendu le 13 décembre et qu'avec mon groupe, nous nous sommes dit qu'il nous fallait une discussion collective qui soit éclairée justement par cette décision, sans nous en remettre totalement à la justice. On sait qu'elle est défaillante sur ces questions-là, mais éclairée par cette décision. Si la justice est défaillante, pourquoi vous attendez qu'elle vous éclaire? C'est un peu paradoxal, non? Justement, pour avoir davantage d'éléments, parce qu'en fait, nous ne sommes pas dans l'intimité de ce couple. Et nous avons à prendre des décisions qui ne sont pas des décisions de justice, mais qui sont des décisions politiques. Ouais. Et d'ailleurs, il y en a déjà eu plusieurs. Il devrait quitter l'Assemblée. Il n'est plus en capacité de représenter le projet pour lequel il a été élu, qui est notamment un projet de protection et d'émancipation des femmes. Vous savez qui a dit ça? Non, c'est Yannick Jadot. Oui. Il fait partie de la NUPES. Oui, tout à fait. Il fait partie de la NUPES. Ce que je veux dire, c'est que nous avons besoin d'en discuter au sein du groupe France Insoumise. Vous n'arrêtez pas d'en discuter. Oui, mais c'est long, parce que la question des violences sexistes et sexuelles, elle est complexe, et que je crois que ce cas-là est un petit peu inédit. D'abord parce qu'Adrien Quatennens a reconnu la gifle. D'habitude, ça ne vous aura pas, ça ne vous étonnera pas, mais d'habitude, quand il y a des violences conjugales, les hommes nient quand il y a des généralement. féminicides, ça ne vaut pas amnistie de reconnaître les faits. Bien sûr, évidemment, heureusement. Là, on parle d'une gifle qu'il a reconnue. On ne parle pas d'un féminicide. Il y a plusieurs principes, je pense. On ne parle pas d'un féminicide, pardon, mais je ne dis pas du tout que Adrien Quatennens a commis un féminicide. Mais on sait comment ça commence et on ne sait pas toujours comment ça finit. Et parfois, des violences conjugales, ça se termine en féminicide. Il y en a eu 102 depuis le début de l'année. Est-ce que les politiques peuvent être indulgents avec ça parce que c'est quelqu'un de leur famille? Je veux dire que nous devons tenir plusieurs principes.
Le premier, c'est qu'on écoute les femmes victimes de violences, qu'on entende leurs paroles parce que ça fait des dizaines d'années qu'elle est niée cette parole. Le deuxième principe, c'est le fait que la justice doit être vraiment réparatrice, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. On voit le nombre de femmes qui portent plainte, le nombre de plaintes qui sont classées sans suite. Le troisième principe, c'est la gradation des peines. C'est-à-dire que non, tous les types de violences ne sont pas équivalents. Et le quatrième et le dernier, c'est la réhabilitation et la réinsertion des auteurs. Parce que qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a sanctionné ? Les hommes retournent dans la société. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un processus... Vous venez de dire quelque chose d'important. La gifle, ça passe. Tout n'est pas au même niveau, je ne suis pas juge, vous non plus. C'est pas moi de dire si la gifle, ça passe. La gifle, c'est grave et c'est inacceptable. On l'a dit et Adrien Quatennens lui-même l'a dit. Est-ce que votre position ne serait pas beaucoup plus tranchée s'il s'agissait d'un élu LR, Rassemblement National ou Renaissance ? Honnêtement. Non. Honnêtement. Non, je suis pas d'accord. Et d'ailleurs, honnêtement, on se passerait bien des leçons de morale et de traitement de la part d'organisations politiques qui ne font rien, y compris face à des faits qui, a priori, et je mets des a priori, sont plus graves. Je pense notamment à M. Abad, mais il y en a eu d'autres. M. Simian, qui a siégé pendant tout le mandat dernier, tranquillement au sein du groupe Renaissance. Donc nous passons des leçons des autres. Nous avons pris des décisions politiques qui n'ont jamais été prises. M. Quatennens n'est plus coordinateur de la France Insoumise. Ça n'est pas rien, excusez-moi de vous le dire. C'était quand même la personne qui dirigeait le premier parti de gauche de ce pays. Voilà, donc je pense que honnêtement, peut-être nous tâtonnons. Sans doute, nous devons nous améliorer, mais nous prenons ça extrêmement au sérieux. Autre affaire, l'affaire dite McKinsey. On se résume, le parquet national financier a ouvert 2 informations judiciaires concernant les 2 campagnes présidentielles d'Emmanuel Macron, 2017 et 2022. Pour faire simple, les juges cherchent à savoir si des cabinets de conseil ont participé à ces campagnes, peut-être même au financement de ces campagnes, avec derrière des retours d'ascenseurs, autrement dit de jolis contrats publics. Au moins, on peut dire que la justice fait son boulot dans ce pays, non ? Il va falloir qu'elle le fasse. En effet, je pense que là, on est face à un problème en réalité qui est un peu structurel avec la Macronie, c'est-à-dire ce recours effréné à des cabinets de conseil. On sait que ça s'est envolé sous les mandats Macron. Il y a une dérive, a dit Bruno Le Maire. Il y a eu une dérive qui avait été éclairée d'ailleurs par ce rapport du Sénat sur les liens avec McKinsey notamment. Et je ne voudrais pas qu'on banalise le fait qu'on donne environ 1 milliard par an à ces cabinets de conseil privés. Pourquoi on leur donne 1 milliard ? Parce que dans le même temps, on désosse l'État, on perd des agents publics, on détruit les services publics. Et de fait, c'est présenté comme une évidence. Maintenant, on doit avoir recours à ces cabinets de conseil privés parce qu'on n'a plus les moyens de faire nous-mêmes. Voilà, mais en fait, c'est une logique. Tout ça est une logique politique que nous combattons fermement. Donc, c'est un problème de fonctionnement ou c'est possiblement un scandale d'État, cette affaire McKinsey ? Possiblement, mais bon, ça, il va falloir en effet que la justice passe là-dessus et nous en dise davantage. Ce que je veux dire quand même, c'est qu'il ne faudrait pas s'habituer comme ça à des conflits d'intérêts où le ministre du numérique est lié à Uber, la ministre de l'énergie est liée indirectement, mais tout de même à des industries fossiles. Elle a été blanchie, hein, c'est voilà, pas mais ses enfants. Il y a quand même un mélange des genres. C'est une accusation un peu gratuite. Non, c'est pas une accusation un peu gratuite. Bah si, parce que ça a été saisi, la Haute Autorité pour la Transparence a été saisie, elle a dit il n'y a pas de problème. Elle se déporte sur ces dossiers, mais parce qu'il y a quand même un sujet, excusez-moi de vous le dire, voilà, il y a quand même un sujet. Donc, je veux dire que c'est une façon de fonctionner des macronistes à laquelle nous devons être vigilants et surtout pour ne pas laisser comme ça l'État être affaibli au fur et à mesure. Emmanuel Macron, il a tweeté hier en français, en arabe et en anglais aussi d'ailleurs, pour dire ceci à propos de la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Cette Coupe du Monde de foot, la première organisée dans le monde arabe, témoigne de changements concrets qui sont à l'œuvre. Le Qatar s'est engagé dans cette voie et doit continuer. Il peut compter sur notre soutien. Est-ce que vous pourriez retweeter ce message ? Non. Pourquoi ? Non, je ne pourrais pas retweeter ce message. On a évidemment beaucoup dénoncé l'organisation de cette Coupe du Monde dans un pays où, de fait, il y a énormément de travailleurs qui sont morts pour que cette Coupe du Monde ait lieu. La répression des militants et des personnes LGBT également est un problème fondamental. C'est une faute politique de dire... Je suis gênée par le fait que le président de mon pays, en effet, dise qu'il apporte son soutien à un pays qui pratique ce type de répression, en effet. Ouais. Dernière question, tout le monde semble à peu près d'accord à l'Assemblée pour inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, mais ça va être plus compliqué au Sénat. Ouais. Alors, sans entrer dans la cuisine, il y a une proposition de loi, c'est-à-dire que si c'est voté au Sénat, il faudra un référendum pour arriver à l'inscrire dans la Constitution. Il serait plus simple de passer par un projet de loi du gouvernement. Est-ce que vous demandez, parce que ça éviterait la case référendum, est-ce que vous demandez ce matin au gouvernement de passer par le projet de loi ? J'aimerais en effet. Alors bon, déjà, c'était quand même historique ce vote à l'Assemblée nationale la semaine dernière. C'était une grande fierté pour nous parce que c'était Mathilde Panot, la présidente de mon groupe, qui l'a porté. Mais en effet, avec l'ensemble des autres groupes. Et j'espère que oui, le gouvernement va s'en saisir. Si aujourd'hui, il y a encore 32 députés qui votent
contre le fait que l'IVG soit dans la Constitution, c'est que les droits des femmes dans notre pays ne sont pas garantis et je pense qu'il faut largement accélérer et sécuriser ça. Vous êtes jeune, Clémence Guettet, si je peux me permettre. Est-ce que vous pensiez avoir à mener ce genre de combat aujourd'hui, de devoir inscrire l'IVG dans la Constitution parce qu'il serait potentiellement en danger en France ? C'est une bonne question parce que je trouve que dans ce contexte européen, il y a eu longtemps où on pensait qu'on ne reviendrait pas en arrière. Et puis aujourd'hui, on voit qu'il y a des pays qui reviennent en arrière. Il y a 130 centres IVG qui ont fermé dans les 15 dernières années de ma vie. Mais donc voilà, je pense que ce droit doit absolument être sécurisé. Nous voulions même inscrire le droit à la contraception dans la Constitution parce que je crois que les droits des femmes peuvent être menacés quand on voit des vagues réactionnaires dans certains pays, quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Et pour nous, ce serait historique si jamais la France, comme elle l'a souvent été, était à l'avant-garde sur ce sujet. Merci beaucoup Clémence Guettet d'être venue le café. Merci à vous. Merci.